Bienvenue dans ce podcast de la Ligue Huntington francophone belge qui vous parle de la maladie de Huntington. Vous pourrez y entendre des témoignages de personnes malades, d'aidants proches, de porteurs et de toute autre personne en relation avec cette maladie. Nous remercions les membres de notre communauté qui ont bien voulu partager leur vécu lors de ces enregistrements. Mais donc je m'appelle Manon, j'ai 25 ans et ma maman est atteinte de la maladie d'Huntington. Donc j'ai appris qu'elle était malade quand j'avais 14 ans. Et depuis, son état s'est détérioré et donc je suis de plus en plus confrontée à cette maladie. Par rapport à ta maman et à l'historique familial, on sait de qui elle a hérité de la maladie? Mon grand-père et ma grand-mère ont eu ma maman en étant persuadés que même si le frère de ma grand-mère était malade, ils ne risquaient pas d'avoir un enfant malade, quoi. Ils étaient persuadés que ma grand-mère n'avait pas le gène et c'est seulement après qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucun rapport entre le sexe et la transmission du gène. Mm-hmm. Et donc voilà, c'est comme ça que ma maman est quand même arrivée. Malheureusement, elle a fait une chance sur deux et elle l'a eu. Ta maman, elle a fait le test et tu te rappelles en quelle année c'était ça? Elle avait 20 ans. Donc moi, ils m'ont testé quand j'étais dans le ventre de ma maman. Oui. Et ça, je sais que c'était tout nouveau. Et donc ta maman, est-ce qu'elle s'est occupée de sa maman aussi quand elle a été atteinte de la maladie? Non, ma maman, elle a eu de la chance, c'est que il y avait son papa. Et c'est son papa qui s'est beaucoup occupé de ma grand-mère. Mm-hmm. Vraiment jusqu'à la fin, on va dire. Enfin non, jusque vraiment je crois qu'elle a quand même dû aller 5-6 ans dans un home, parce que là ça devenait trop lourd, mais il s'est vraiment occupé d'elle jusque très très longtemps. Et c'est ça la différence, c'est que nous, on n'a pas cette chance-là. Ma maman, elle n'a plus de compagnon, plus de partenaire de vie, donc il y a juste moi et mon frère pour s'occuper d'elle. Oui, de toute façon, vous n'avez pas du tout été témoin de la réaction au sein de la cellule familiale, de comment ça, une fois que ta mère a été diagnostiquée, on ne sait pas trop, ton papa, comment il a réagi. Je ne sais pas si tu es encore en contact avec lui ou si vous en avez déjà parlé de ça. Je sais qu'il l'a su, il le savait avant même avant qu'ils aient des enfants, quoi. Il était au courant. Et ils étaient tous les deux d'accord qu'on se ferait tester dans le ventre et que si on avait le gène, il nous faisait partir, quoi. Okay. Donc ça, c'est pas marrant, mais c'est assez fou qu'ils sont vraiment... Ils étaient vraiment convaincus que c'était la bonne décision à prendre, que si mon frère ou moi, heureusement, aucun de nous deux n'avait le gène, ils n'ont pas dû jamais dû avorter, mais que c'était la bonne décision à faire, c'était d'avorter. Et moi... J'aurais trouvé ça vraiment dommage. Par contre, ce que je trouverais ça plus logique, c'est que je peux comprendre de ne pas vouloir terminer sa vie dans un état comme certaines personnes le deviennent avec la maladie, mais que ça reste à la personne de pouvoir décider de comment on veut terminer sa vie et de dire à 50 ans, je ne sais pas, je veux choisir une fin différente. Mais c'est quand même chouette d'avoir pu vivre 50 ans. Là-dessus, on n'a jamais été d'accord, quoi. Eux, ils disent chaque fois, vraiment, à refaire, même là, en me connaissant, si j'avais le gène, ils m'auraient quand même éliminée. Et ça, c'est quand même assez difficile. Toi, tu trouves ça difficile, mais d'un autre côté, si tu avais hérité du gène et que tu avais dû vivre avec, tout en sachant qu'eux avaient pu faire le choix, c'est difficile, c'est très compliqué. Dire, voilà, vous m'avez... laisser vivre en fait, mais oui, mais avec l'espoir, comme plein de gens ont, que les traitements... Oui. Donc c'était quand même, eux, c'est un peu se dire, je sais pas, aucun espoir en tout cas, ils étaient en mode le mieux à faire c'était je sais pas, ça c'est toujours un sujet un peu de controverse. Ton frère, il a un peu le même point de vue là-dessus, tu penses on trouve aussi que c'est assez particulier de trouver que l'avortement est un choix très facile et que l'euthanasie, par contre, est inconcevable. On trouve ça un peu... on a un peu du mal à comprendre que... surtout pour une maladie comme celle-ci, qui se développe très tard et qui peut laisser quand même les gens vivre très bien. Bon, ça dépend qui, mais parfois pendant quand même pas mal d'années, quoi. Je veux dire, c'est une maladie comme... Il y a des maladies qui touchent très vite, très très jeune. Et on sait que la personne naît vraiment déjà dans un état... elle est vraiment pas chouette. Et donc, pour ce type de maladie, je trouverais ça encore logique de considérer que l'avortement est dommage, mais que l'euthanasie peut être une solution que la personne peut envisager, quoi. Mais voilà, c'est juste un débat qu'on a, mais c'est très compliqué. C'est un débat philosophique, oui, ça va très loin. Toi, comment est-ce que tu vis cette relation avec ton papa? Quand mon père s'est séparé, quand ils se sont séparés, c'est plutôt ma mère qui l'a quitté,
Donc je savais déjà qu'elle était malade, mais je n'avais pas réalisé que cette séparation allait à ce point-là, du coup, changer la manière dont on allait gérer cette maladie. Parce qu'en fait, il a vraiment décidé de quitter la vie de ma mère. Mais du coup, oui, donc en fait, cette séparation a vraiment changé la manière... Enfin, on s'en était pas rendu compte à ce moment-là, mais donc mon père a vraiment décidé, au moment où il a quitté au moment où ils se sont quittés, de complètement quitter la vie de ma mère. Et en fait, du coup, notre vie à nous aussi, parce que, bon, il y a des choses qui sont passées par après et qui n'ont rien à voir avec la maladie, mais mon frère et moi, on aurait aimé être plus soutenus pour plein de démarches, pour savoir ce qu'il fallait faire pour aider notre maman. Et le fait qu'il voulait plus pas se mêler de cette maladie, de ma mère et donc de sa maladie, en fait, faisait qu'au final, il nous soutenait plus du tout, lui et mon frère et moi, quoi. À l'heure actuelle, Non, il veut toujours pas. Enfin, on a toujours c'est très 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 compliqué. On se voit peut-être une fois par an maximum. Ils sont assez tordus. Ouais, c'est très. Mais pas lié à cette maladie, je pense. Enfin, il a rencontré quelqu'un et il se trouve qu'avec cette personne-là, ça se passe vraiment pas bien. Et donc voilà, il a préféré écarter ses enfants pour mieux vivre sa relation personnelle avec sa compagne. Alors, est-ce que c'est quand même dû à est-ce qu'il savait intérieurement que s'il s'impliquait plus dans notre vie, il serait obligé, il pourrait être incité à s'impliquer plus du coup dans la maladie, et que égoïstement il s'est dit ça fait beaucoup de merde à gérer, on va plutôt rester avec juste le bonheur et tant pis pour... Donc voilà, il nous a laissé tomber, ça c'est sûr et certain, et heureusement qu'il y avait d'autres aides comme la Ligue Huntington, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de démarches qu'on a dû faire assez jeunes, qu'on n'aurait jamais su faire sans aide adulte, sans personne adulte pour nous aiguiller, quoi. Et là vraiment, je pense que dans des couples, dans des schémas familiaux où il n'y a qu'un seul parent, en tout cas que les parents sont séparés et qu'il y a la maladie qui s'éclaire et que les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes, quoi. Et dans le cercle familial, des cousins, des tantes qui sont... Ma mère est fille unique. Ah ouais. C'est pas plus mal... Je sais pas si ça... elle a des très bons amis qui nous aident, mais c'est toujours compliqué. C'est pas de la famille, quoi. Du coup, c'est compliqué. On peut pas leur demander non plus l'impensable. Donc, on préfère toujours aussi... pour garder une amitié intacte, je pense que c'est bien de garder une vie privée. Voilà. Et du coup, les personnes qui maintenant sont vraiment autour de ma maman ne sont pas des amis à la base. Donc, que ce soit les aides familiales, ou maintenant il y a une compagne de vie, par exemple, qui vient régulièrement pour l'aider à prendre sa douche, etc. Et ta maman, elle vous a averti quand qu'elle était porteuse de la maladie? Quand vous aviez quel âge? Elle ne nous a pas vraiment averti. J'ai trouvé des documents une fois sur le bureau. Je ne sais plus qu'est-ce que je cherchais sur ce bureau. Et une fois, je suis tombée sur, vraiment par hasard, sur un papier qui montrait les résultats. Oui, je ne sais pas si c'était un rendez-vous chez le neurologue ou quoi, mais j'ai tout de suite fait le lien avec ma grand-mère. Parce que donc ma grand-mère, je l'ai connue jusqu'à mes 12 ans, mais je l'ai toujours connue, j'ai jamais parlé avec elle, j'ai toujours connue dans un état, elle était fort malade. Mais je l'ai jamais vue manger toute seule, et je l'ai toujours, j'ai vraiment, l'image que j'ai d'elle qui est restée, c'est l'image d'elle dans le lit du home, couchée, et donc elle nous regardait, elle nous touchait, mais elle n'a jamais parlé. Je ne sais pas c'est quoi le nom de sa voix. Elle avait des mouvements choréiques ou elle était juste alitée? Non, elle était juste alitée. Mais déjà, en fait, quand je suis née, il y a une photo des 4 générations, moi, ma maman, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, mais de l'autre côté de la famille. Et elle était déjà en chaise roulante, quoi. Et on voit qu'elle était déjà plus... À une 50aine d'années? Ouais, quelque chose comme ça. Et du coup... moi, je m'étais toujours dit, elle est juste vieille. Comme un enfant, je ne m'étais jamais posé la question. On allait la voir tous les dimanches. Et je me suis jamais... je sais pas pourquoi, je me suis jamais dit, tiens, c'est quand même particulier qu'elle soit pas dans un état comme les autres grands-parents, quoi, qu'elle sache plus marcher, qu'elle sache plus... Mais c'est quand j'ai vu ce papier sur le bureau de ma maman que je me suis dit, ah mince, mais oui, mais c'est pas normal. Et en fait, maman va devenir comme ça aussi, quoi. Et donc c'est comme ça que, du coup, c'est moi-même qui ai abordé la discussion avec ma maman. C'est pas elle qui m'en... Tu es allé la trouver, tu lui as parlé des documents que tu as trouvés sur le bureau, et tu lui as dit, voilà, est-ce que toi, tu es atteinte de la maladie? J'avais 12 ans, donc on va dire que j'étais beaucoup moins tact. Le tact n'était vraiment pas présent. Je voulais juste des réponses, je comprenais pas.
Et elle, la première réaction qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a tout de suite rassurée en me disant tu l'as pas. Et moi, j'avais jamais envisagé une seule seconde que je pouvais l'avoir. Enfin, je ne reconnaissais pas du tout la maladie, je savais pas du tout que c'était héréditaire. Mais donc, c'était quand même bien bon à savoir. Mais elle, c'est ce qu'elle dit tout le temps, en fait. C'est la chose qu'elle répète à chaque fois qu'on la voit, c'est bien que vous l'ayez pas, quoi. Mais elle parle très peu de son ressenti à elle et de comment elle le vit. T'as refait le test? Ben oui, parce qu'il y avait une date, mais il n'y avait pas de prénom, il y avait rien sur ce papier. Tu voulais avoir la certitude. Ouais. Okay. Et vu que c'était une technologie nouvelle à cette époque-là, bon, j'ai quand même appelé les neurologues qui m'ont dit que c'était quand même... Allez, que c'était déjà très sûr à l'époque, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Mais j'ai quand même voulu refaire le test pour juste, je sais pas, avoir le papier avec mon nom et être sûre. Je sais pas, parce que je suis scientifique ou j'en sais rien. Ouais, mais t'as fait ça à l'IPG alors ou... J'étais à Erasme. À Erasme, ok, ouais. J'ai fait ça là-bas et c'est assez marrant parce que une psychologue voulait me rencontrer avant pour faire le test. Mais du coup, alors on se dit, mais quoi, du coup, il y a vraiment un risque? Mais je sais bien que c'était de la procédure, mais du coup, là, ça m'a vraiment inquiétée. Je me suis dit, oui. Et alors, elle me posait des questions, oui, vous interprétez, comment est-ce que vous allez réagir si le test est positif? Je dis, ah, mais le test ne sera pas positif. Moi, je veux juste... Et donc, c'était quand même assez stressant, mais finalement, voilà, pas de surprise. Oui, parce qu'il faut quand même... C'est bien 2 semaines, non? Entre le moment où on fait la prise de sang. Ouais, il fallait quand même du temps, ouais. Et ça, t'appréhendais, alors, malgré le fait que tu saches... Ben, pas trop, je me posais vraiment... je me disais juste, il faut que je sois sûre, que j'y pense plus, parce que chaque fois que j'avais un trou de mémoire... des bêtes choses, mais chaque fois que j'avais un trou de mémoire, je me disais, tiens, est-ce que mon cerveau est en train de me lâcher? Alors que ça arrive à tout le monde, mais du coup, je me posais quand même la question, est-ce que c'est possible qu'ils aient fait une erreur? Que ce soit un autre bébé qu'ils aient testé le même jour, ou j'en sais rien. On sait jamais, et du coup, je voulais quand même faire je me dis, je fais souvent des dons de sang et des prises de sang, ça c'est une de plus. Et donc toi, tu as 12 ans, tu découvres les documents, tu en discutes avec ta maman, qui t'explique, j'imagine qu'elle a la même maladie que sa maman. Mm-hmm. Et donc toi, à ce moment-là, tu fais des projections sur la façon dont la maladie va évoluer déjà? Comment ça va là? Moi, tout de suite, autant avant ça m'inquiétait pas plus de voir ma grand-mère et de me dire... je me disais, bon, c'est dommage, elle peut pas faire la fête, etc. Mais c'est normal, elle est juste vieille et c'est pas très grave. Et une fois que j'ai réalisé que c'était une maladie, et vraiment je me suis dit, oui, c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on doit finir... c'est pas comme ça qu'on doit être à 60 ans ou à 70 ans. Là, tout de suite, ça m'a vraiment paniquée. Là, vraiment, j'avais vraiment peur, je comprenais pas... j'avais vraiment peur, ça m'angoissait, quoi, d'imaginer que... Et ça m'angoisse encore. Quand j'y pense, c'est vraiment très... quand je vois même quelqu'un en chaise roulante dans la rue, ça m'angoisse, quoi, de voir, que là, elle va perdre sa tête, qu'elle sera... je sais même pas si elle va perdre sa tête ou si elle va juste être emprisonnée dans un corps. J'arrive toujours pas à savoir ce qui est pire ou ce qui est... Si elle me reconnaît, si... Et est-ce que c'est vraiment humain, quoi, de terminer comme ça vraiment, ça m'angoisse, quoi. Mais quand on sait que même avec les meilleurs traitements du monde, on n'arrivera pas à recréer a priori des cellules nerveuses et des connexions, si on pouvait stopper la maladie là où ma maman en est, ce serait génial. Là, évidemment, je signe pour qu'elle ait encore 30, 40 ans de vie. Mais dans un lit, je pense que dès qu'elle sera alitée, qu'elle ne pourra plus parler, qu'elle ne pourra plus marcher par elle-même, ou qu'on aura à chaque fois peur qu'elle s'étouffe, etc., j'aurais juste envie que ça se finisse le plus vite possible pour elle, quoi. Et ça m'angoisse, mais je sais que c'est pas à moi de penser. C'est elle a pris la décision, elle pouvait se demander, faire des démarches pour avoir une fin de vie différente, et elle le fait pas, donc j'imagine qu'elle... Elle n'envisage pas d'une fin de vie avec une euthanasie ou... Non, c'est inimaginable. Quand je lui en ai déjà parlé, c'était vraiment... elle a vraiment très mal pris que j'envisage ça. T'es là, tu veux me tuer, etc. Et moi, je veux juste qu'elle parte dignement, mais voilà, si elle préfère rester jusqu'au bout, et c'est vrai que si effectivement elle garde plus ou moins sa tête, elle pourra avoir ses petits-enfants, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'elle pourra voir, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même très angoissant, quoi. Je me rappelle, il y avait une fois un film que j'avais vu où la personne elle avait fait un accident et elle se retrouvait vraiment coincée dans son corps. Complètement paralysée, pas possible de bouger, et j'étais là, mais en fait, ça va être ça, quoi. Et je trouvais ça horrible, j'étais là, mais c'est un corps emprisonné, une âme emprisonnée dans un corps, et ça m'angoissait vraiment très fort. De quelle manière est-ce que tu penses que la maladie a influencé tes choix par après, en termes, par exemple, d'orientation dans ton école, ou ça, tu penses que ça a eu une influence, le fait que tu prennes une certaine branche ou... Je pense pas. Je pense que mon père avait fait bio-ingénieur et que c'est plutôt ça qui m'a donné envie de faire bio-ingénieur. Après, effectivement,
c'était des études quand même assez compliquées. Et la maladie, enfin ça a été compliqué de conjuguer à la fois les horaires d'études à l'UNIF parce que ma maman a arrêté de travailler quand je suis rentrée en première à l'UNIF. Et mon horaire en première à l'UNIF, c'était le plus chargé de toutes les facultés, enfin toutes les études de l'UCL, on nous l'a dit en premier cours de première, de 8-18 tous les jours, parfois plus. Et donc je partais de la maison à 6h30, je rentrais à 19h, je faisais le repas, parce qu'elle était déjà, enfin, elle renversait déjà souvent les pots de sel, voilà, donc je faisais souvent le repas. Et là, c'était vraiment très difficile. Mais donc je dirais pas que la maladie a influencé mon choix d'études, mais la maladie a influencé comment j'ai vécu mes études. Ça, oui. Tu penses que la façon dont tu présentes les choses, c'est que ça a été beaucoup plus dur pour toi parce que tu avais plus de responsabilités, mais est-ce que parfois ça a pu être aussi quelque chose qui t'a apporté, qui te disait... C'est dur parce que du coup j'ai pas pu coter, parce que mon grand-père voulait que je sois là pour m'occuper d'elle, de mon frère. Ça a été dur parce que du coup la vie sociale, je l'ai moins connue que, on va dire, quelqu'un d'autre. Mais après, on a mis les aides en place, donc à partir de la 3e, ça a été beaucoup mieux. Mais après, oui, je pense que ça m'a quand même apporté quelque chose, parce que voilà, je suis quelqu'un du coup d'organisé, je suis quand même quelqu'un d'autonome, et je pense que cette maladie m'a apporté ça. Je suis quelqu'un, on dit souvent que je suis forte, donc les gens disent beaucoup quand on est confronté à cette maladie qu'on est courageux. Moi, je sais pas si c'est du courage, enfin, on n'a juste pas le choix. Pour moi, quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui voit le danger, qui pourrait décider de fuir et qui affronte le danger. Moi, je peux pas fuir, je suis obligée de l'affronter. Mais... Oui, c'est un peu cliché de dire que ça renforce, mais ça fait grandir plus vite. Mais ça fait grandir plus vite, oui. C'est quand même le cas ici, en l'occurrence. Et tu as quand même ce sentiment d'avoir, pas perdu 3 années, mais 3 années qui sont importantes dans la vie d'un étudiant, et de te dire d'être passé à côté de quelque chose ou, Mais d'un côté, je suis passée à côté de quelque chose, ça c'est sûr. Enfin, j'ai fait moins de fêtes que quelqu'un d'autre. Mais après, ça aurait été tellement dommage que je ne vois pas maman à cette période-là parce qu'elle était encore super bien. Donc, je ne regrette pas sa soirée, même si on s'est souvent engueulé. Parce que voilà, il y avait aussi la crise d'adolescence, etc. Et que c'était compliqué avec... voilà, c'était des conditions difficiles, mais c'est quand même des souvenirs. C'était quand même des soirées devant la télé avec elle ou à parler. Et on en a beaucoup, de moins en moins. Donc, c'est pas du temps perdu, quoi. Ouais, c'était des moments forts, quoi. Mm-hmm. C'est des souvenirs on veut qu'ils restent le plus longtemps possible, ces souvenirs-là, quoi. Donc non, il n'y a pas de regret. Par rapport à un besoin peut-être de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même condition que toi. Et ça, on nous en parle à chaque fois qu'on a des espaces de parole. Mais les espaces de parole, je trouve ça intéressant, mais je ne sais pas pourquoi je me suis mise sur le groupe Facebook. Avec le groupe des jeunes pour cette maladie-là. Mais... C'est HDYO ou... Oui, c'est ça. C'est un groupe anglophone alors? Oui. Okay. Et du coup, je vois les publications, les récits des gens, je les lis, mais j'interagis jamais. Je sais pas, pourtant je me reconnais dans certains... En fait, non, je me reconnais... Enfin, la plupart des récits, c'est des gens qui ont été testés positifs. Ou, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que leur récit est toujours beaucoup plus dur que le mien. Et je me vois, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être pas du tout légitime à leur répondre et à leur donner du courage parce que au final, j'ai une situation très privilégiée, quoi. J'ai pas le gène. Enfin, en tout cas, quand on se compare à ces gens-là, je suis dans un groupe où les gens ne sont pas chanceux de base et je suis parmi les plus chanceux. Et du coup, je me suis mise sur le groupe, ça me fait du bien de voir que je suis pas seule, de me dire juste, ça fait juste du bien de voir qu'on n'est pas seul, mais j'en ai pas profité autrement. Enfin, j'en ai... Oui, donc tu regardes ça de loin en tant qu'observatrice, parce que tu n'as pas besoin de t'impliquer, Je m'implique pas et j'essaie pas non plus de lire trop, parce que c'est quand même jamais... C'est toujours des histoires très dures, très tristes. Et donc j'essaie pas non plus... Enfin, voilà, je trouve ça vraiment triste et je suis quand même quelqu'un assez sensible. Mais ça fait juste du bien de savoir que si un jour il y a un problème, je sais que je pourrais publier un message et espérer du réconfort, mais je le trouve ailleurs. Enfin, je trouve que mon entourage familial est là, même si ça reste quand même un sujet tabou. Et puis il y a vraiment la ligue, quoi. Si j'ai un problème de fond, enfin, je sais que je contacte Vinciane ou...
je dirais pas de nom. Mais... Pour le futur, tu disais que moi, c'est difficile évidemment d'envisager ça. Tu vois encore une implication pour toi, par exemple, dans la communauté Huntington, dans le futur, peu importe ce qui se passe, ou si un jour, voilà, il n'y a plus de personne dans ta famille qui est en relation avec la maladie d'Huntington, est-ce que toi, tu tourneras la page définitivement en disant, voilà, Huntington, c'est terminé, on n'en parle plus Je pense pas. Je pense que je resterai quand même, enfin, je serais quand même super contente qu'il y ait un traitement, même si il arrivera peut-être trop tard pour ma famille. Après, est-ce que je viendrai encore aller comme ici samedi je sais pas si j'aurai encore ma place dans ces endroits-là parce que de nouveau, voilà, je serai là, moi je vais bien, bon bah voilà, ma maman elle est plus là. Enfin, je sais pas si j'ai jamais réfléchi à ça, si on restera impliqué. Parce que déjà, enfin, rentrer dans, enfin, s'impliquer, c'est pas ni ma mère ni mon grand-père, ils avaient déjà laissé tomber, on va dire. Eux, ils s'étaient déjà désaffiliés, je pense. Ils étaient là, non, ça sert à rien. Enfin, ils espéraient que... Enfin, leur seul espoir était dans un traitement, quoi. L'accompagnement psychologique, social, administratif, enfin, tout ça, je sais pas pourquoi, ils voyaient pas toutes les autres aides qui pouvaient... Tout ce qu'ils pouvaient tirer à faire partie de ce genre d'accompagnement. Et donc, c'est moi qui ai fait les démarches de recontacter la Ligue, de chercher de l'aide, en fait. C'est vraiment moi qui ai entamé ces démarches-là. Ma famille était plutôt, d'ailleurs, contre. Je ne sais pas pourquoi, à la base. On t'a dissuadé? Ben, on m'a dit que ça sert à rien. Dire que ça servait à rien. Okay. Et au final, mon Dieu, je regrette tellement pas. Au niveau comportemental, tu as remarqué une certaine évolution aussi chez ta maman? Je ne sais pas, de la patience, par exemple, ou des troubles de l'humeur? Oui, ça, c'est quand même assez fort. Bah, elle est sous antidépresseurs. Il faut qu'elle les prenne. C'est toujours aussi une autre bataille, parce qu'elle les prend que quand il fait moche. Ah oui. Pour ça, en Belgique, elle les prend souvent. Oui. Mais bon, si elle les prend pas régulièrement, même quand il fait moche, ils font pas le même effet, quoi. Mais donc oui, l'humeur, c'est quand même pas facile. Et c'est ce qui est limite le plus difficile, je pense, parce que quand c'est des spasmes, enfin, quand c'est la partie corée, ben, on voit que c'est la maladie. On sait que c'est ça. Mais quand c'est un comportement où que d'un coup, voilà, elle est vraiment très fâchée, là, c'est très difficile à comprendre et à se dire est-ce que c'est elle qui parle ou est-ce que c'est la maladie. Donc c'est beaucoup plus difficile. Enfin, c'est vraiment ça, en tout cas, on avait vraiment du mal avec mon frère. En plus, on n'était pas... Enfin, c'était la seule adulte à la maison. Et on trouvait que parfois, elle ne se comportait pas comme une adulte. Et on n'avait aucun adulte qui nous disait « Non, mais là, c'est la maladie. » Donc, on était juste fâchés, on ne comprenait pas. Et ça, c'est quand même vraiment très compliqué. Il y avait un différentiel entre les attentes d'un adolescent et vis-à-vis de ce que doit être l'éducation d'un parent et par rapport à son comportement. Ça, vous avez dû réapprendre à la connaître dans sa maladie, la façon dont la maladie évoluait, à comprendre ce qui était discerné, comme tu dis, ce qui était de la maladie ou de son caractère, parce qu'on peut aussi tous... voilà, oui, on peut tous être fâchés de temps en temps. Ça paraît être normal, on a des émotions. Mais oui. Okay. Mais ça, c'est vraiment les fascicules que Vinciane nous avait donné une fois. C'est vraiment en lisant ça qu'on s'est dit « Ah, en fait, quand elle réagit comme ça... c'est la maladie, quand elle nous appelle 15 fois sur la seconde parce qu'il faut absolument savoir ce qu'on va manger ce soir alors qu'il est 11h du matin, c'est pas elle, c'est la maladie. Et ça, on nous l'avait jamais dit en fait, tout simplement. Personne nous avait jamais dit, on s'est jamais assis autour de la table avec mon grand-père pour qu'il nous explique ce que c'est la maladie et ce qui n'est pas dû à la maladie et ce qui est dû à la maladie. C'est juste, je sais pas, d'un coup on devait tout mettre sur la maladie mais on comprenait pas, enfin... Donc les fascicules ont vraiment aidé à se dire ok, ça c'est la maladie, c'est pas elle, c'est pas sa faute et on doit juste apprendre à vivre avec, quoi. Et ça, cognitivement, quand tu discutes avec elle, tu as l'impression que ça va, elle a toujours une bonne perception de ce qui l'entoure, de la mémoire à court terme, au moyen terme. Ça va court terme, ça va un peu moins, mais quand on a une discussion, quand on n'est pas trop nombreux autour de la table et qu'il n'y a pas trop d'informations, ça va. On arrive à garder son attention. Mais c'est ça le plus dur, en fait, c'est garder son attention et arriver à avoir une discussion longue. Garder son attention et sa concentration. Ça, c'est vraiment compliqué. Il faut arriver à simplifier, aller plus rapidement vers le but, vers ce qu'on veut. Poser des questions courtes.
et attendre qu'elle ait compris la question et lui laisser le temps. Ça, et surtout, c'est compliqué quand, enfin, je sais pas, on est deux jeunes, Thomas et moi, on parle vite. On était un peu, enfin, on est dans une époque où les gens parlent vite, où on communique rapidement, où tout doit se faire rapidement, et donc c'était vraiment un exercice pas très facile de se dire, ok, on doit ralentir le rythme. Tirer le frein à main, ralentir, voilà. se poser. S'adapter, enfin, moi j'avais jamais appris à m'adapter vraiment à mon interlocuteur. Je parle et si la personne comprend, tant mieux. Si la personne comprend pas, tant pis. Et là je me suis remarqué, non là ça n'allait, je pouvais plus faire ça. Je devais vraiment m'adapter à elle et prendre le temps, quoi. Ce qui est un très bon exercice en fin de compte, même pas juste pour elle. Mais oui, ça c'était pas facile. En fait, on a dû apprendre quand même pas mal de choses. Revoir un peu nos moyens de communication, notre patience. Ça a été, tout ça, ça peut être aussi pris comme du positif finalement. Et vous avez eu le besoin quand même de parler à des professionnels, vous, je sais pas, à des psychiatres, des psychologues ou d'autres personnes, des professionnels qui pour vous aider à passer dans ces moments-là, ou vous êtes toujours resté, vous avez pris sur vous et vous... J'ai été très déçue de l'accompagnement des professionnels, moi. Je trouvais vraiment qu'il manquait énormément d'empathie, c'est toujours très froid. Enfin, en tout cas, les contacts que moi j'ai avec les professionnels qui entourent. Une fois, je voulais aller voir un médecin pour voir si elle pouvait encore conduire ou pas. Et voilà, le médecin lui a fait des petits tests et il a fait non, elle ne peut plus conduire. Mais on voyait vraiment qu'il me donnait la responsabilité, voilà, enlever les clés des mains de votre maman, quoi. Théoriquement, c'est pas au médecin de le décider, ça. Il y a un organisme qui décide. Il y a le CARA, oui, où elle pouvait passer, mais elle ne voulait pas. Passer, elle avait trop peur, j'imagine. Et enfin, il y avait ça, cet exemple où vraiment le médecin nous dit, en me regardant moi, voilà ce qu'il faut faire, mais moi, j'avais pas spécialement toujours les bons outils pour prendre ce genre de décision. Et puis une fois, on a été chez le neurologue et il y avait je sais pas si on peut appeler ça une stagiaire, une personne que j'avais jamais vue ni Dave ni d'Adam, qui est là. Je ne sais, il nous l'a jamais présentée. Il lui expliquer si elle était là, pourquoi elle était là, si c'était d'accord qu'elle soit là. C'est d'habitude ce qu'on fait. En tout cas, moi, quand je vais chez le médecin, qui a quelqu'un, un stagiaire, je sais pas le mot, mais on nous le présente quand même, on nous le présente et on nous demande généralement, normalement, notre accord. Et là, vraiment rien. Et donc, il était là à lui donner un peu un cours en utilisant ma mère comme support. Et c'était vraiment, vraiment pas agréable, quoi. Regarde l'éthique. Déshumanisant pour ta maman. Ouais. Il parlait d'elle à la troisième personne à côté d'elle. Regarde, t'as vu l'éthique qu'elle fait, la langue, etc. Et moi, j'étais à côté et vraiment, j'étais outrée. J'étais là, mais ça reste quand même une personne. C'est étonnant qu'il ne vous ait pas prévenu, tu vois, pour vous dire rien du tout. C'est le minimum, quoi. Oui, non. Là, j'ai vraiment été choquée. Et prévenir et vous demander votre accord aussi. Tu vois. Là, j'ai vraiment été sidérée. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment pas du tout professionnel. Et donc oui, c'est pas chez les professionnels que j'ai trouvé du soutien, c'est plutôt l'inverse. Je trouve vraiment que je sais pas, j'ai l'impression juste que ça fait partie de leur recherche, c'est leur boulot et le soir, ils ramènent pas le boulot chez eux et ça les concerne pas plus que ça. Donc, et moi, ce qu'il me fallait, c'était plutôt de l'empathie, de l'aide pour les aspects administratifs. C'est surtout ça que j'avais besoin, de la compréhension. Et de l'écoute, et c'est pas du tout ça en tout cas moi je l'ai pas du tout trouvé chez les professionnels, quoi. En termes de loisirs, on s'écarte un peu du monde professionnel. Il y a toujours des possibilités pour toi, pour ton frère, à un moment donné, de dire je pars en vacances, je prends 2 semaines off, ou il y a quand même toujours... Donc c'est compliqué de partir. Partir à courte, sur des petites échelles de temps, c'est vraiment pas compliqué parce que normalement il y a quand même un système qui pour l'instant tourne bien, les aides familiales, il y a une compagne de vie qui est là et on est rarement tous les deux en vacances en même temps, mon frère et moi. Mais par exemple, je sais que mon frère aimerait partir l'année prochaine pendant 6 mois, peut-être plus. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Moi, j'avais aussi cette envie de partir longtemps, loin, d'aller une fois vivre 1 an ou 2 à l'étranger. Et en tout cas, dans la tête de mon grand-père, c'est pas possible. Je peux pas faire ça, je peux pas laisser
Et donc non, il y a quand même des choses que je ne pourrais pas me permettre de faire pour le moment. Je ne sais pas si un jour je pourrais me le permettre enfin, quand, mais donc ça c'est quand même pas facile. Bon après, voilà, on est bien en Belgique et ma situation n'est pas du tout à plaindre, mais c'est vrai que parfois c'est quand même quelque chose que quelque part tu t'interdis parce que tu as ces responsabilités-là. Ouais. Ce serait très compliqué de mettre un système en place qui pourrait, pendant quelques mois ou même pendant une année, prendre en charge ta maman. Et puis elle, peut-être sans te voir pendant un an aussi. Oui, déjà 1 an, ce sera vraiment très long, surtout en ce moment où la maladie évolue vite. Enfin, je crois que je le regretterais si je partais 1 an maintenant. Et je pense que quand elle sera plus en état de parler, ce serait difficile aussi de partir sans savoir si ça lui va, enfin, de la laisser comme ça dans un lit sans savoir si elle a beaucoup de visites ou quoi. Donc je ne sais pas trop si un jour mais je crois qu'un jour je devrais me l'autoriser, mais il faudra que je me concerte avec mon frère pour qu'on ne pourra jamais faire ça en même temps, ça c'est sûr et certain. Je discutais avec une personne atteinte de la maladie qui a 55 ans, et il me disait c'est une maladie qui est très, très opportuniste. Et dès qu'on n'est pas bien, ou dès qu'il y a des problèmes de vie, souvent la maladie a tendance à évoluer plus vite. Est-ce que tu as remarqué ça dans l'évolution de la maladie de ta maman? Ou bien tu as l'impression qu'elle suit une évolution linéaire, ou ça a été par à-coup, ou des événements extérieurs ont pu influencer en fait, l'évolution? Ben, là, en ce moment, ça évolue vraiment très vite. Alors, il y a eu le Covid qui a fait que du coup, beaucoup de services se sont arrêtés. Elle a pu aller à la gymnastique, par exemple. Et ça, on a vu quand même que du coup, pour monter les escaliers, ça devenait compliqué. Et il y a aussi le fait que j'ai quitté la maison. Et mon frère a aussi demandé il a aussi maintenant quitté la maison, donc elle s'est retrouvée seule le soir. La journée, il y a toujours quelqu'un. Et donc c'est vrai que ça évolue. La maladie a évolué très vite, mais je n'avais jamais fait le lien que ça pouvait être que l'environnement. Enfin si, je me doute bien que la gymnastique, que toutes les séances de kiné, etc., ça permet de ralentir la progression de la maladie. Et donc je sais que le fait que le Covid soit arrivé et qu'elle était quand même, on a quand même dû, à un moment donné, on la voyait plus parce que c'était dangereux, parce que voilà, j'ai eu le Covid à un moment donné, etc. Donc il y a quand même eu d'un côté on l'a quand même un peu isolée à un moment. On ne pouvait plus la voir aussi souvent qu'on voulait parce que voilà, en tant que jeunes, nous, il n'y a rien à faire, on respectait les mesures, mais on voyait quand même beaucoup plus de monde que elle pouvait on devait vraiment la protéger parce qu'en plus elle avait du monde médical qui venait, on ne pouvait pas se permettre de prendre des risques. Et donc il y a eu ça, et il y a eu le fait qu'on a quitté la maison. Et donc je ne sais pas à quel point on est en partie du coup responsable du fait que la maladie ait progressé plus vite que prévu. Mais bon, on ne peut jamais savoir comment elle aurait évolué dans des conditions stables, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements en très peu de temps là. C'est des changements qui se situent en termes de mouvements à contrôler, en termes de langage ou à table, en termes de nutrition. Ouais, donc je crois que des petits gestes, donc tenir elle a du mal à tenir une fourchette et un couteau en même temps. Donc je crois qu'à table, mais voilà, est-ce que parce elle a mangé beaucoup plus souvent seule, donc est-ce qu'elle faisait juste du coup moins attention? C'est fort possible. Mais du coup on a pris, c'est pour ça que maintenant une logopède est là aussi. Donc il y avait des changements à ce niveau-là. L'humeur, ça va mieux parce que quand on la voit, le fait de la voir moins souvent, c'est beaucoup plus chouette. C'était quand même pas facile de la voir, de tous les jours la voir. Et là, on essaie de faire en sorte que ça se passe super bien quand on vient. Donc ça va mieux. Mais je crois que c'est plus... Oui, la marche aussi, c'est quand même plus compliqué qu'avant. Pour s'exprimer, elle arrive toujours à faire passer ce qu'elle a envie de dire, ça va? Ou parfois il faut quand même essayer de déchiffrer son propos? Parfois il faut essayer de comprendre ce que truc et machin veut dire. Ouais. Mais moi j'y arrive assez facilement, mais parce que je sais que si elle a parlé du truc en question il y a 5 minutes, c'est ça le truc en référence, c'est ça. Moi j'arrive à le comprendre. Ceux qui ne sont pas habitués ont en plus de mal. Qui prépare les repas ou... Pour l'instant, je commande des plats préparés qui sont livrés chaque semaine. Et, parce que ma maman est quand même grande gourmande et je me vois mal lui donner de la soupe tous les jours. D'ailleurs, la soupe, elle l'a renversée. Elle ne veut plus que je lui prenne de soupe. Okay. Parce qu'elle la renverse.
assez compliqué parce que je suis toujours dans cette tension. Je veux pas trop lui faciliter la tâche parce que je me dis qu'au plus... Enfin, si je lui facilite trop d'un coup, la maladie va peut-être trop vite évoluer. Mais je veux pas non plus qu'elle se brûle et qu'elle se blesse. Donc c'est toujours une tension entre, bon, au pire, elle renverse la moitié par terre. C'est pas très grave, le frigo est rempli, il y aura autre chose à manger. Par contre, il faut vraiment jamais qu'elle se brûle. Enfin, donc j'essaye de trouver de fixer les priorités, quoi. Faire en sorte qu'elle garde de l'autonomie pour quand même garder elle-même certains réflexes pour se faire à manger, etc. Plutôt que de tout le temps de l'aider au maximum. Si je simplifie trop, oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Ça risque de diminuer ses capacités aussi. Et même pour l'escalier, on avait cette tension. Enfin, d'un côté, j'étais là, c'est bien qu'elle monte encore les escaliers parce que ça fait un exercice physique. Et bon, après, quand elle s'est cassée la gueule 3 fois, on a dit non. Ça faisait déjà longtemps qu'on voulait plus qu'elle monte quand elle est tombée. Mais c'est un peu pour tout, quoi. C'est toujours cette tension de dire... on veut pas la mettre dans une petite cage, pour qu'elle se blesse plus jamais et pour la protéger de tout parce que ce serait triste et que voilà, mais on veut pas par contre plus jamais qu'elle tombe dans l'escalier parce que on faisait vraiment un calcul de qu'est-ce qui est trop dangereux et où on doit vraiment protéger au maximum et qu'est-ce qui est pas très grave si y a encore un problème, quoi. Elle habite toujours la même maison ? Ouais. Il y a eu des adaptations? Ouais, là on a mis une chambre au rez-de-chaussée. C'était prévu, la maison avait été construite pour avoir une chambre au rez-de-chaussée. Donc on a fait la transformation. Mais au début c'était compliqué parce que on allait chez Ikea et je voulais l'amener là pour qu'elle décore sa chambre et elle gueulait dans le magasin « Tu veux me faire dormir dans la cave ?» C'est pas du tout une cave, c'est vraiment au rez-de-chaussée, il y a des fenêtres et tout. Et donc c'était très compliqué. Elle dit « Tu veux déjà m'enterrer avant ?» Et c'est comme pour les clés de voiture, c'était pareil quand j'ai voulu qu'elle arrête de conduire. C'est vraiment pas facile. Allez, beaucoup de gens venaient nous voir, mon frère et moi, pour nous dire oh, « Elle conduit encore, il faut vraiment que vous lui enlevez les clés de la voiture. » On est là « Mais pourquoi nous ? Pourquoi c'est à nous de le faire ?» Donc ça veut dire que c'est un accident, c'est notre faute. Et c'était très très dur, et c'est ce qui finit par arriver. Je lui ai retiré les clés de la voiture, j'ai dû les cacher, etc. Bon, j'ai dû apprendre mon permis de conduire aussi le plus vite possible pour... comme ça, mon frère pareil, comme ça on prenait c'est des fameux accélérateurs. Le relais. Mais du coup, oui, mais c'était une grosse pression que parfois les gens ne se rendent pas compte. Tiens, pourquoi est-ce qu'elle a encore sa chambre en haut ? Et c'est toujours à nous qu'on vient de se dire ça, et on est là, mais oui, mais voilà, elle veut pas descendre, et on lui a posé la question. En fait, non, on a dû plusieurs fois vraiment forcer le processus. Il y a une salle de bain alors aussi au rez-de-chaussée ? Une salle de douche. Donc ici, elle n'a plus besoin du tout de monter à l'étage. Elle ne le fait pas spontanément, même si... Il y a les chats qui circulent encore, et donc si elle veut absolument aller chercher les chats en haut... mais bon, ils ont 14 ans, on espère que... c'est un peu triste à dire, mais non, mais... mais en vrai, ça leur fait une compagnie, c'est super bien qu'ils soient là, mais c'est juste parfois le seul fois où elle va encore parfois en haut, et où elle me dit « Oh, j'ai cherché le chat partout », et je suis là « Oh ». La Ligue Huntington francophone belge est une association de patients active depuis 1996. Elle a pour mission principale de soutenir, d'accompagner et d'informer les familles touchées par cette maladie, mais également de sensibiliser les instances politiques et les professionnels de santé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook pour rester informé de nos prochains événements et diffusion de nos podcasts.